Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, nous allons parler d'un film sorti en 1960. Une année charnière dans le domaine horrifico-thriller, angoissant, excusez du peu, Les yeux sans visage, Psychose, Le Voyeur, et donc, ici, Le Masque du Démon, La Maschera del Demonio, donc on est en Italie, il s'agit de la première réalisation en tant que long métrage en solo d'un certain Mario Bava, qui a débuté en tant que chef-op, notamment aux côtés de Roberto Rossellini, et qui s'est vu offrir enfin ici sa première mise en scène, après avoir pas mal aidé à finaliser notamment certains projets, donc peu avant. Et pour une première tentative, j'allais dire derrière la caméra, non, puisque en tant que chef-op, il a été très longtemps derrière la caméra, mais en tant que décideur global, il accouche d'une œuvre qui rentrera, évidemment, dans le panthéon de ce cinéma très ambiancé, film d'horreur, oui, de sorcellerie, de vampires, un peu de morts-vivants, en mode épouvante, folk horror, tout ceci mélangé, adapté très librement du conte Vie. Voilà, Vie, c'est une sorte de roman court de Nicolas Gogol qui sera réadapté, mais de plusieurs façons différentes, mais notamment en 1967 du côté de la Russie, ici plus fidèlement. D'ailleurs, je vous renverrai peut-être à ma vidéo de l'époque que j'avais faite quand j'avais découvert Vie sur Shadows. Il y était sur Shadows aussi, Le Masque du Démon fut un temps, peut-être qu'il y a encore, je vous laisse vérifier. Et donc, dans cette œuvre iconique, nous retrouvons une actrice qui le sera d'autant plus par la suite grâce à cette prestation, Barbara Steele, qu'on retrouvera notamment l'année d'après dans La Chambre des Tortures. Ça va bien. Ambiance Edgar Allan Poe, de toute façon, ici nous y sommes. Mais pas que. John Richardson, Andrea Checchi, Ivo Garani ou encore Arturo Dominici, on va dire, complètent ici un casting un petit peu international, comme c'était le cas dans beaucoup de films italiens, mais il y a quand même beaucoup d'acteurs du cru national dans le lot. Et pour faire simple, on va tenter de faire un synopsis rapide, mais très classique sur le papier. On va suivre en prélude une sorte d'inquisition où on va condamner une sorcière et son amant. Enfin, on les considère en tant que tels. On se retrouve en Moldavie, donc contexte russophone, soviétique au sens large. On est au XVIIe siècle et on voit la mise à mort assez terrible de Asa par son frère et donc l'amant d'Asa, avec non pas la Vierge de fer, mais l'équivalent en tant que masque dont on enfonce les pics dans le visage. Moi, ça m'a fait penser évidemment, et c'est probablement une des influences de ce film, à Sleepy Hollow de Tim Burton, où on la voit, la Vierge de fer, et dans certains moments, de toute façon, ici, j'ai envie de dire que Tim Burton a aimé Le Masque du Démon, mais Le Masque du Démon renvoie aussi à d'autres obsessions de Tim Burton préalables, mais ça, on va y revenir. Et on se retrouve ensuite, 2 siècles plus tard, on va voir des scientifiques, grosso modo, qui sont en route pour Moscou et qui tombent en panne au mauvais endroit devant le tombeau de cette sorcière. Et là, ils vont visiter cet endroit, une crypte. Déjà, c'est magnifique, architecturalement, c'est l'un des grands points forts du film. Eh bien, ils vont tomber sur le cadavre, qui semble assez bien, on peut le dire, enfin, du moins le visage, dans certaines proportions, conservé, et goutte de sang, tout ça, la malédiction va renaître ainsi, puisque une effusion de vie va permettre à la mort de s'effacer, de s'estomper, et juste après il rencontre une dame qui ressemble beaucoup à cette sorcière, entre guillemets, qu'on a vu être exécutée au début. Bon, évidemment, Barbara Steele joue en double exemplaire, l'idée de transmission est au centre du récit d'héritage entre la vie, la mort et la vie après la mort. Et derrière, il va se passer ce qui va se passer avec un château très gothique, bien évidemment, où quelqu'un va se sentir pris par cette malédiction à base de tableaux qui évoluent, qui changent. C'est pas le portrait ovale d'Edgar Allan Poe, mais là aussi, on y pense. Et derrière, tout va se dérouler en mode film gothique à l'ancienne, mais avec des tentatives autres. Et c'est ça aussi la force de ce film, c'est l'aspect visuel, qui est exceptionnel dans un noir et blanc stylisé, qui évidemment fait appel au néo-expressionnisme allemand, ça on y pense, avec quelques jeux d'ombre notamment, mais un peu autrement, et qui est dans la lignée des films, notamment de la Hammer, Cauchemar de Dracula, sorti 2 ans avant, n'y est pas étranger, ici, à cette, on va dire, création. Mais ce qui est très fort, donc,
cet aspect stylistique, c'est que Mario Bava vient donc de la photographie, et il est lui-même le chef-op, c'est pas facile à dire, notamment quand je fais cette vidéo le matin, de son propre film. C'est-à-dire qu'il a les doubles casquettes, et donc il a une maîtrise absolue sur cette technique-là. Et le long métrage, j'ai envie de le dire, aurait mieux fonctionné s'il avait été totalement muet. C'est ce que je me suis dit à un moment. Alors en plus, il n'y a pas de vrai... Il y a une VO, qui est un peu bizarre, parce que bon, et la VF est pas terrible, j'ai un peu essayé de naviguer entre les deux, voir, c'est le problème des films italiens souvent, hein, le parler avec le redoublage par-dessus et tout, forcément Barbara Steele ne parlait pas italien, donc il n'y a pas vraiment de VO à 100%, mais j'ai envie de dire, la plupart des dialogues et autres, ne servent strictement à rien. Je me suis fait cette réflexion, tant Mario Bava excelle dans sa narration visuelle, et sur la gestion des espaces. Alors déjà, il y a cette scène extérieure d'inquisition tribunal qui est parfaitement mise en scène avec beaucoup voilà, de silhouettes autour. On est vraiment dans le folk horror pour le coup ici. Et après la première visite de la crypte, les moments dans le château, la gestion justement des cadres, de la lumière et des ombres, parce que certes les ombres, néo-expressionnisme on y est, mais Bava apporte aussi sa touche. Il y a techniquement des choses qu'il prend en main par rapport à ce que pouvait offrir le cinéma en 1960. Et c'est un film qui est charnière, qui transitionne. Et c'est vraiment très fascinant d'analyser le cinéma dans ce style, entre guillemets, genré, au sens large, de l'année pure 1960, avec les films que j'ai mentionnés au début. Il y a quand même quelque chose qui est profond et qui est marquant sur autant de naissances de chefs-d'œuvre et de films importants sur cette année, donc dans, on va dire, le domaine horrifico-surnaturel ou d'ambiance. Et souvent en noir et blanc, mais pas que. Pas que. Hein, parce que le voyeur de Powell, pour le coup, ça utilisait aussi une forme de couleur qui marquait autrement. Et ce qui est encore plus fascinant dans tout cela, c'est l'apport de Mario Bava au cinéma. Il a conscience de ses héritages, là. D'ailleurs, le film aussi a conscience de son héritage, de la transmission. Donc ça va avec, il y a un côté quasi méta. Mais on le sait plus tard, et pas longtemps après, il donnera quasiment naissance au Giallo, hein, proto-Giallo, La fille qui en savait trop, puis après, le premier peut-être vrai Giallo, Six femmes pour l'assassin, des films dont j'ai déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs, mais il fera aussi peut-être ce qui est considéré comme, dans une certaine évolution, le premier proto-slasher, La baie sanglante, qu'il faudra que je voie un jour, mais que je connais une réputation, avant même les Black Christmas et évidemment Halloween. Donc c'est quelqu'un qui avait une vision, et cette vision-là, elle est cinématographique, dans le sens où en tant que chef-op, et après, il a pris plus de 20 ans avant de faire son premier film, il a eu le temps de mûrir et de maturer beaucoup de choses pour proposer quelque chose d'ici excellemment stylisé et léché, ce qui est très rare pour un premier long-métrage, mais en fait, on peut le sentir. S'il avait fait ce film 20 ans avant, et si ça avait été quelqu'un moins expérimenté et tout dans le métier, avec la même idée de scénario et de moyens techniques, on n'aurait pas eu un résultat aussi abouti. Mais le problème, c'est voilà, on va dire dans l'écriture globale, alors c'est pas lui au scénario, dans la gestion donc des répliques et des échanges, on tombe un peu parfois, et c'est vraiment une frustration hein, que j'ai avec ce film, dans ce côté un peu mélo-romance. Alors, l'idée est bonne dans cette possibilité de faire entrer le film dans une boucle. Ce qui s'est passé il y a 200 ans, c'est à cause d'une histoire d'amour, tout ça, non acceptée, hein, évidemment, par la famille de la fille qui s'est retrouvée en tant que sorcière, parce qu'à l'époque, elle avait pris probablement trop de liberté pour sa condition de femme. Vous voyez un peu l'histoire. Et donc forcément, après il y a l'héritage avec sa descendante qui n'en a pas forcément conscience, et qui va avoir ce lien-là avec son ancêtre. Il y a ça. Et donc, on réinjecte une histoire d'amour dans le temps présent avec l'un des deux scientifiques qui débarque. Était-ce vraiment nécessaire? Dans le cahier des charges, probablement. Et dans l'idée du héros, c'est Thanatos. Hein, c'est assez évident, dans cette naissance d'un désir qui ramène au danger face à la mort et à la peur. Bien sûr, et cette boucle hein, de la mort par le feu et du retour de la vie par désir suite aussi à une autre forme de feu, le feu de la passion, mais pas que, sur la finalité sur laquelle je ne vais pas revenir ici, je vous laisse découvrir, peu importe. Donc il y a ça, et un petit peu donc ces éléments perturbateurs, climax final, qui renvoient à des séries B, plus de la Hammer. Alors, attention, c'est bien, hein.
mais dans ce qui est proposé sur la mise en forme, c'est presque dommage de ne pas être allé encore plus loin, et c'est pour ça que je parlais de si le film avait été au moins beaucoup plus silencieux, jouant sur les bruits et tout, bien sûr, ça aurait été encore plus fort, ça aurait été encore plus abouti sur l'ambiance et l'atmosphère, et donc, arrivé là, je me suis dit, bon, il n'a pas eu le choix, hein, Mario Bava, déjà il était content qu'on lui offre sa première réalisation, donc il a mis tout le soin nécessaire à la mise en place, à la forme, à la photographie et tout. Pour le reste, bah, il a dû tout simplement compter sur les écrits, enfin l'écrit de Ennio De Concini et de Mario Serrandei. Je ne sais pas s'ils ont fait d'autres choses avant probablement, mais et puis le conte de base qui est quand même très librement adapté, bien sûr, bon, histoire de sorcellerie, mais on s'arrête là, hein, grosso modo. Hein. Voilà. Mais Le Masque du Démon, ça vaut donc parce que c'est un film qui a sa présence personnelle, j'ai envie de dire ça comme ça, par rapport donc à des bases solides d'antan, et quelque chose qui va lancer aussi, qui inspirera beaucoup, qui réinjecte aussi le mythe du vampire autrement. Peut-être que Coppola s'est inspiré de certaines ambiances pour son Dracula, j'y pense, l'arrivée et tout, alors Werner Herzog aussi, peut-être pour son Nosferatu, mais dans la lignée de l'héritage ici, évidemment inspiré probablement de Murnau, ça c'est une évidence, mais il y a aussi cette idée que probablement un Polanski pour le bal des vampires, c'est un peu appuyé là-dessus, où j'en parlais de Tim Burton, mais c'est vrai que Sleepy Hollow à certains instants, mais bon, voilà, vous avez compris, hein, c'est une sorte de transmission générale et globale, de cycle de cinéma, et donc de ce que chaque auteur peut avoir pris de certaines influences préalables pour mettre ça à son propre, à son goût, quoi. Mais c'est vrai que Le Masque du Démon, il faut le voir, c'est un film qui est assez fascinant, et franchement, je me demande si la prochaine fois que je le verrai, donc la deuxième fois, je ne le ferai pas en mode science. Parce que non, l'intrigue, j'ai compris, voilà, c'est bon, c'est pas le plus important. Mais honnêtement, c'est le genre de film avec lequel j'ai envie de tenter ce genre d'expérience. Il paraît que c'est intéressant de revoir certains films sans le son. Juste parce que la narration visuelle, on voit justement si les dialogues sont importants ou non. Et si c'est pas le cas ici, je pense sincèrement que sans tout ce qu'il peut y avoir en tant que réplique et tout, le film fonctionne tout aussi bien dans une sorte de compréhension globale déjà, mais peut-être encore mieux sur l'atmosphère. Vous me le direz, tiens, peut-être que vous avez tenté cette expérience, ou si vous êtes d'accord ou non avec moi, quel est votre ressenti personnel, votre vécu avec donc Le Masque du Démon, avec le cinéma de Mario Bava, donc que j'ai déjà exploité donc à minima à 2 reprises en vidéo, mais j'en avais vu aussi 1 ou 2 autres il me semble. À vous la parole en commentaire, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.